Donc 6%, quand on vous dit qu'au départ il y avait 5 000 milliards de mètres cubes potentiels de gaz, en fait on n'en retirerait que 6% de ces 5 000 milliards. Et donc on n'est plus du tout sur les mêmes valeurs. Donc les 15% ils sont loin d'être gagnés déjà d'office. Parce qu'en plus il faudra le nombre de pluies nécessaire et suffisant. Donc on a déjà un laps de temps considérable. Donc tout ça c'est tout du matraquage de propagande qui fait que beaucoup se sont laissés piéger, dont les Montebourg et compagnie. Alors on peut dire ils sont incompétents ou peut-être qu'ils sont cul et chemise avec, ça on ne saura pas le dire parce qu'ils n'oseront jamais dire qu'ils ont des accointances quelque part, mais on imagine qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans tous ces discours. Donc voilà, on est là aussi dans des arguments fallacieux qu'on a démontés, qu'on a mis au jour et qui effectivement aujourd'hui on finit par dire on a gagné ces batailles à cause de ça. Et donc récemment on vient de gagner une très grosse bataille encore sur les 13 permis qui ont été demandés là, ces derniers mois. C'était en septembre ou en octobre de 2014, donc c'est très récent. Ouais, c'est récent. Ouais. C'est bien après la loi de trucs. On en a fait tomber 9 déjà. Sur les 12. Sur les 12. Et les autres vont suivre. Parce qu'il y en a encore d'autres pour lesquels, compte tenu du fait qu'on a trouvé la faille pour faire tomber ces 9-là, il y a d'autres permis qui sont avec les mêmes conditions de trucs qu'on va booster pour faire tomber. Alors en fait, là où on est, là où on a vraiment un bon coup de bol, c'est que c'est d'ailleurs dans le diaporama, on avait récupéré les documents publiés dans les permis, dans les demandes de permis ou de renouvellement de permis des sociétés américaines. Et dans ces documents, il était explicitement marqué que c'était recherche de pétrole non conventionnel. Donc, d'après leur définition, avec stimulation de la roche. Donc, gaz de schiste, etc. Et puis les profondeurs font qu'on sait qu'à cette profondeur-là, il n'y a pas de pétrole conventionnel, donc il y aura forcément de fracturation hydraulique. Donc tout ça, on le sait. Et ils ont fait des nouvelles demandes de permis en changeant ça, en disant non, finalement, excusez-nous, on s'était trompé il y a 2 ans. Hein. En fait, on veut chercher du pétrole conventionnel. Alors là, attendez les gars, à ces profondeurs là, on a l'ancien permis qui... Alors c'est toujours la même technique. La technique c'est de dire on va percer, une fois que ce sera percé, on va trouver le gaz, on va les mettre devant le fait accompli et on pourra... refuser, ce sera plus difficile. Voilà, ce sera une manne. Il y a du gaz là les gars, là, il y a du gaz là, allez. Et puis là on va avoir envie. Et c'est tout le temps comme ça. Et alors il y a une chose très importante que j'ai mis au jour, je suis le seul à l'avoir mis au jour, c'est le problème des royalties données à l'État. Donc ça, on a les documents officiels du journal officiel avec les lois qui sont passées pour ça. Du temps de M. Fillon, Premier ministre, les pétroliers ont réussi à faire signer à l'État français que les conditions de royalties qu'on donnait à l'État à l'époque, avant ces nouveaux accords, étaient de 30%. C'est-à-dire que pour chaque volume tiré de 100 000 m3 de gaz, 30% revenait à l'État. Du prix de vente, prix de vente du jour au jour, hein, bien sûr. Depuis que ça a été signé, le pourcentage est tombé à 5% pour l'État. Et pour les communes et départements qui elles aussi avaient des trucs, c'est descendu. Grosso modo, là aussi, on était à, on va dire grosso modo pour la même quantité, 100 000 m3, les deux confondus, département plus commune, on était grosso modo à 150 000 euros. Ouais. D'accord ? C'est tombé à 150 euros. On enlevait 3 zéros. Donc résultat des courses, tout ce que Montebourg et compagnie disaient, mais tout le monde va en bénéficier, voilà, tout le monde va bénéficier de la manne, etc. Faux et archi faux. Qu'est-ce qu'on fait avec 150 euros sur un truc ? Ok, 100 000 m3, c'est pas beaucoup par rapport à un puits. Mais sur la totalité, on s'est fait léser avec un grand B, parce que, encore une fois, les pétroliers ont été assez forts pour expliquer que un puits non conventionnel coûtait très très cher à construire et qu'on ne pouvait plus donner autant de manne à l'État et aux communes. Donc là ils se sont fait piéger avec cette histoire. J'ai mis un grand moment pour trouver les textes de loi officiels. Et quand on les a eu trouvés, ils sont dans le diaporama aussi. Là quand devant les maires on leur a montré ça, putain, ils sont tous tombés devant les... Tu pourrais nous le faire passer ce diaporama ? Bien sûr, pour appuyer ouais. Ah oui, vous pouvez faire passer, ouais, tout à fait, on les a. On les a. Et alors la position de l'Europe alors sur le gaz de schiste, parce que là en France on voit que tous les nouveaux permis, enfin la tendance c'est qu'ils vont être... Je vais juste dire une chose importante par rapport à l'Europe. La Commission européenne a demandé à 2 personnes
de s'occuper d'informer. Alors, si vous voulez, chaque pays a donné 2 ou 3 personnes qui s'occuperaient du dossier de gaz de schiste. Je peux vous assurer, c'est filmé sur internet, puisque tous les débats sur les gaz de schiste ont été filmés, et que les questions qui sont posées par les députés européens aux 2 soi-disant représentants neutres qui devaient prendre une décision pour l'Europe, qui sont en fait pas du tout neutres, les questions qui sont posées sont strictement les mêmes que vous pouvez vous me poser aujourd'hui, ou qu'on a eu pendant toutes les conférences qu'on a fait à travers toute la France. C'est-à-dire qu'en fait, les députés européens n'en connaissent pas plus que le citoyen lambda. Donc quand on arrive avec un diaporama pour leur expliquer ce que vient de dire Bob, c'est-à-dire que l'État ne va pas gagner autant que ça a baissé globalement les rétributions à l'État ont baissé de 70%, qu'il n'y aura pas de l'emploi, que ça pollue la terre, que ça pollue l'eau, que qu'on est en consommation, qu'on est à 1 pour 1 en équivalent pétrole pour créer toutes ces choses-là qui sont réunies bout à bout font qu'aujourd'hui, nous, on peut affirmer, d'abord qu'on est des vrais experts sur les gaz de schiste, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut considérer vraiment qu'on est des experts parce que les gens ne le savent pas, et que le gaz de schiste, c'est vraiment, ça ne vaut rien, il n'y a pas un argument de valable, aucun, ni économique, ni social, ni rien. Il n'y a qu'à voir les retombées quand on nous parle du Dakota, où la criminalité dans le Dakota a augmenté de 250%, alors il n'y avait peut-être pas beaucoup d'assassinats et de meurtres au début, mais les accidents ont augmenté d'un pourcentage phénoménal, les loyers ont été multipliés par 20, par 30, aujourd'hui pour un mobil-home dans le Dakota, pour aller s'installer pour travailler, c'est le prix d'un appartement à New York, enfin je veux dire, c'est des trucs complètement fous quoi. Donc, et toute cette ville du Dakota, toute cette organisation qu'on nous met en avant en disant ouais le Dakota, tout appartient, même les salles de jeu, les bars, les restaurants, les locations, ça appartient tout aux pétroliers. Donc ok, les mecs ils ont 5 fois le salaire d'un mec qui travaille dans le Dakota, dans une autre mais ils dépensent tout sur place et ça revient à qui? Ça revient aux pétroliers qui ont tout mis en place pour tout récupérer. C'était ce qui existait d'ailleurs dans le nord de la France au début du 20e, du 20e siècle, c'est-à-dire que l'entreprise possédait les petites maisons, les petits supérettes, etc. Et donc tout l'argent qui était donné aux mineurs revenait en fait au patron par cet intermédiaire. Exactement. Donc ils ont des bons salaires, ils sont en moyenne 3 à 5 fois supérieurs, mais le loyer étant comme celui de New York, donc ils sont dans des mobil-homes, ils louent avec une famille, ils ont 3 chambres dans le mobil-home, ils se mettent une famille dans un mobil-home, un mec tout seul dans une autre chambre, et puis 2 mecs dans une autre, ils louent un mobil-home 3 chambres, ils sont 7-8 à habiter là-dedans, des familles différentes, des gens qui se connaissent pas, pour rentabiliser, ça coûte trop cher. Voilà. Et on nous fait croire que c'est ça la panacée quoi. On nous fait croire que c'est des gens responsables qu'on a en face de nous, c'est des gens qui font attention à nous. Donc vraiment globalement, le gaz de schiste c'est triple zéro. Ça n'a aucun intérêt à aucun endroit. C'est même nocif. C'est même nocif. La partie environnementale est très importante, mais elle va socialement progressivement. Et socialement. Et bien sûr, et elle va augmenter progressivement et de façon dramatique. Parce que on voit, l'Australie, ça devient une catastrophe nationale. Partout, ils sont en train de percer à droite et à gauche, et on a les éléments avec les aborigènes. On a rencontré les aborigènes. Ouais. On a reçu les aborigènes il y a quelque temps. Ils sont en train de mettre en place des plans d'attaquer toute la partie nord-ouest de l'Australie. Il y a 2 gros permis, un de 500 000 km² en mer et un de 400 000 km² en terre. 400 000 km². Je ne sais pas si on se rend compte ce que ça représente comme surface. C'est quasiment un tiers de l'Australie, qui est un des pays. C'est plus grand que la France. 900 000 km², c'est plus grand que la France. Ah oui, au total, oui. Ça fait 2 fois la France. Ça fait 2 fois la France. C'est fou furieux. Donc les aborigènes sont en train de se rebeller là-dessus, mais bon, ils ont une méthode un peu particulière, ils sont très terriens en fait, ils sont la nature et eux ils essayent de raisonner, c'était très, très intéressant de parler avec eux, ils essayent de raisonner les pétroliers en leur disant que eux sont gardiens de la terre, ils sont gardiens du futur, des générations futures. Et je veux dire, aller parler au patron
des générations futures. Je veux dire, le mec, il n'est pas capable de répondre plus loin que la bourse de New York. Voilà. Et lui, il vit à la bourse de New York, donc il est incapable de voir plus loin que ça. Donc le mec, il rigole en disant ouais, les générations futures. Une question, par exemple, la nature. Les aborigènes ont posé aux pétroliers, c'est est-ce que vous avez demandé à la rivière si elle était d'accord? C'est tout con comme question, mais quand on y réfléchit, c'est vachement profond. C'est vachement profond ce truc-là. Est-ce que vous avez demandé à la rivière si elle était d'accord? Parce que nous, on est en liaison avec la terre, avec la rivière et tout, on sait comment ça marche, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Depuis des milliers d'années qu'on vit dans cette configuration. Est-ce que vous lui avez demandé son avis à elle? Voilà le type de questions qu'ils posent aux pétroliers. Et les autres, ils sont comme des cons parce qu'ils ne savent pas répondre à ce genre de trucs. Oui, c'est incroyable. Oui. Je vais tirer. Il prend l'eau de la rivière pour aller forer. Lui, il a besoin de l'eau de la rivière. Il considère l'eau comme un outil, comme un instrument de travail et non pas comme un don de la nature, comme une ressource. On le voit pour tout d'ailleurs, pour l'eau en particulier. Quand on voit les gros lobbies qui captent les sources d'eau pour en faire des bouteilles pour rendre 20 fois ou 30 fois plus cher que ce que ça coûte réellement alors qu'ils ne la payent pas du tout, on se dit il y a un gros problème de... Alors, par rapport au gaz de schiste, c'est peut-être un petit peu prématuré ma question, mais le lien que vous voulez faire avec le TAFTA. Oui, j'allais y venir ensuite. C'est peut-être le moment justement de faire le lien maintenant. Oui, tout à fait. Alors le lien, il est tout simple à faire. Le TAFTA, et donc là on est en train de se battre aussi là-dessus pour diverses raisons de conception effectivement du commerce tel qu'il est vu par les gros lobbies, et uniquement pour leur avantage, et non pas pour les avantages des citoyens, quels qu'ils soient, dans quelque pays qu'ils soient, y compris aux États-Unis. On s'est aperçu d'une chose, c'est qu'on a fait le pendant avec des traités qui existent déjà depuis même très longtemps. On a pris comme exemple le traité de l'ALENA. L'ALENA, c'est le traité qui englobe le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ces trois pays, depuis 20 ans, le 20e anniversaire a eu lieu cette année, 2014. Depuis 20 ans, ce traité existe et des documents, des études, tout un tas de trucs sont sortis là-dessus. Et il y a même un film qui est sorti, fait par Marie-Monique Robin, qui est une bonne généraliste des problèmes dans le monde entier et qui a fait pour les OGM, qui a fait pas mal de choses. Elle a fait ce fameux film qui s'appelle Les déportés du libre-échange. Et là, effectivement, ça nous a mis la puce à l'oreille parce qu'on a vu effectivement comment les paysans mexicains ont été obligés de s'exiler aux États-Unis parce que le maïs américain transgénique, tout ce qu'on voulait arriver sur le marché mexicain beaucoup moins cher que les pauvres Mexicains pouvaient le produire eux-mêmes pour leurs propres besoins. Donc plus aucun intérêt de fabriquer du maïs au Mexique, on va importer celui des États-Unis. Subventionné, massif, bien sûr. Maïs américain subventionné par l'État, parce que beaucoup de gens pensent que l'État ne se mêle pas de l'économie aux États-Unis, mais les Américains aident énormément les entreprises américaines. Il y a des subventions, alors soit directes, soit indirectes, mais il y a d'énormes subventions. Mais alors quand tu parlais de géopolitique, qu'est-ce que tu... Alors, quand je parlais de géopolitique, c'est qu'on a eu un coup de bol pas possible, c'est qu'on est tombé sur une carte américain, on va dire l'équivalent d'un gros cabinet d'expertise géologique et trucs mondial, bien sûr, qui est financé par l'État américain, bien sûr. Et cette carte, qui est donc sur leur site, qui était sur leur site, actuellement on n'a plus mis la main dessus, donc on a bien fait de la capturer. Cette carte a été éditée en juin 2010. Donc on remonte à nous on est parti, moi je suis parti personnellement en octobre 2010, mais là la carte est datée de juin 2010. Et quand on a posé les questions aux experts géologues français, ils nous ont expliqué que pour fabriquer une carte pareille, donc c'est la carte de la Méditerranée, toute la Méditerranée, pour fabriquer une carte pareille, il fallait une bonne équipe de géologues professionnels de haut niveau et environ 2 ans de travail. Donc ce qui remonterait à 2008, le démarrage de la carte. Ce qui remonterait vraisemblablement en 2008, peut-être 2007, la décision de concevoir cette carte. Par qui? On ne peut pas dire. On remonte déjà très loin. Pratiquement 8 ans. Voilà. Et cette carte de la géologie de la Méditerranée, on voit donc cette carte est à disposition, elle est au format PDF extensible. On l'a donc tirée sur papier imprimante, grand format. Elle fait 1,90 m sur 90. Et donc on y voit toute
la Méditerranée. L'Espagne, le sud de la France, l'Italie, la Grèce, l'Ukraine. Et puis toute en la bas, partie, toute la partie sud. Et sur cette carte, chaque pays étant une couleur différente, on y voit toute une série de zones fermées avec un numéro dans chaque zone. Et tous les pays, le Maroc, l'Algérie, etc., etc. Et donc quand on a reçu cette carte, la première des choses qui nous a choqué, parce qu'on est déjà... c'était en presque 2011, début 2012. Donc on a été confronté à un problème particulier, c'est de se dire, putain mais il y a quelque chose qui n'est pas clair sur cette carte. Si on les prend dans l'ordre logique, la Tunisie, elle est entièrement quadrillée. Le triangle tunisien est entièrement bloqué par des permis ou des demandes de permis. Gaz de schiste. C'est tout du gaz de schiste. Hein. Tout du gaz de schiste. Chaque numéro correspond à un permis. Libye, alors, on prend dans l'ordre logique, chronologique, Tunisie, Libye juste à côté, Égypte, Syrie et aujourd'hui Gaza. Et tout ça, ce sont ces fameux printemps arabes. Et quand on voit la quantité de secteurs notés avec, dans chaque rectangle ou dans chaque partie géométrique définie, un code, et en bas, tout autour de la carte, il y a des cartouches comme ça, où il y a tous les codes qui correspondent à quoi? Correspondent au nom des pétroliers qui ont... À qui appartiendra ce petit morceau. Donc c'est des permis. On remonte donc à 2009, 2007, 2008. La disposition d'aller chercher toutes ces ressources, et on fait le parallèle avec les printemps arabes en se disant c'est bizarre. Et dans toutes mes conférences qui ont suivi après, j'ai dit vous verrez que le prochain c'est l'Algérie. Je me suis trompé peut-être de temps, mais ça ne devrait pas tarder en Algérie. On va retrouver le même processus. Donc, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en réalité, les printemps arabes ont été déclenchés dans le seul et unique but de permettre à des sociétés de faire d'aller gaspiller en 2 mots. Gaspiller. Bien compris, là. D'accord? Et on continue de réfléchir, on se dit mais les Américains sont en train de nous dire qu'ils sont devenus de nouveau les maîtres du monde dans les énergies fossiles, qui vont devenir le numéro 1 au monde devant l'Arabie Saoudite, devant tout le monde avec le truc. Il y a une dichotomie parfaite avec ça, parce que si on est les rois du monde, pourquoi on va aller le chercher chez les autres? C'est là qu'on a commencé à comprendre que le gaz de schiste, il n'était certainement pas aussi rentable que ça en avait l'air, que c'était vraiment une bulle financière grossièrement fabriquée et que ça allait s'effondrer. C'est ce qui est en train de se faire. J'ai une question à propos, parce que depuis quelques semaines, le pétrole, le baril de pétrole WTI et LNG sont en train de chuter vertigineusement. Je peux répondre. Et certaines personnes, certains experts estiment que c'est en fait un coup fourré des Américains qui ont demandé aux Saoudiens de baisser ce prix de pétrole en ouvrant à grand les robinets. Alors, on n'en a pas la preuve exacte, mais il y a des suspicions qui sont quand même assez importantes, à savoir, l'Arabie Saoudite aurait lancé ça pour se protéger des concurrents, c'est-à-dire pour pouvoir continuer à vendre du pétrole alors que les concurrents risquent d'arriver avec un produit moins cher et donc lui prendre des parts de marché. Ça ne tient pas trop la route pour la simple et bonne raison, c'est que l'Arabie Saoudite sans les Américains ne peut pas tourner. Les compétences et les techniques sont américaines, et s'ils s'en vont ou s'il y a un conflit avec l'Arabie Saoudite, ça ne pourra pas marcher. Donc on se dit là il y a un problème. Donc on pense sérieusement que les Américains sont de connivence avec l'Arabie Saoudite pendant un certain temps. Pourquoi faire? Pour faire tomber l'Iran et la Russie. Ce sont les deux qui les emmerdent. Ça a quand même des conséquences sur le gaz de schiste américain. On y arrive. J'explique la façon dont on a élaboré ça. Pourquoi? Parce que Poutine, effectivement, se retrouve coincé puisque l'Europe lui dit « Ah mais non, on ne veut plus le South Stream, le fameux gazoduc qui doit passer au-dessus. On aurait préféré le Nabucco des Américains, mais bon, les Américains n'ont plus de clients, donc eux non plus, ils ne peuvent plus avancer. Et donc l'Europe se met contre la Russie à cause de l'Ukraine, qui est un 3e point, puisque un 5e point de conflit pour le pétrole. Vous savez qui est le représentant de tous les pétroliers en Ukraine aujourd'hui? Le fils de Joe Biden, l'ancien monsieur Bonzo-fils de Bush. D'accord?
Donc on comprend effectivement que là, on veut emmerder les Russes qui, sans pouvoir vendre du gaz à l'Europe, vont se retrouver emmerdés les premiers. D'autant plus que le rouble, il est quand même très bas et que ça risque de leur poser un gros problème. Et les dernières informations disent que finalement Gazprom a décidé de ne distribuer que la Turquie. Et que les nations européennes qui étaient avant distribuées en gaz par l'intermédiaire du gazoduc qui passait en Ukraine vont devoir construire leur propre gazoduc jusqu'en Turquie pour récupérer ce gaz. Voilà, c'est tout à fait juste, c'est paru dans les journaux d'hier ou d'avant-hier. Ils veulent faire finir leur Sud Stream et s'arrêter en Turquie. Et couper celui de l'Ukraine, puisqu'ils sont en désaccord total avec la partie Ukraine. Et comme c'est celui de l'Ukraine qui alimente l'Allemagne en priorité, on voit le délire. Mais entre-temps, Poutine a été quand même très malin, c'est qu'entre-temps, il est allé négocier avec les Chinois, puisque ce qu'il ne va pas vendre en Europe, il va le vendre 3 fois en Chine. Donc pour lui, pour le moment, il n'a aucun souci de distribuer son produit. Okay. Deuxième point important dans les jokers que Poutine a dans ses manches, c'est qu'il est en train de transformer. Alors, il a demandé une chose, la première des choses, c'est qu'il a demandé à ce que toutes les transactions entre la Chine et la Russie se passent en rouble ou en yuan. Donc, pour exit le dollar. Premier point. Deuxième point, il négocie en ce moment avec les BRIC, c'est-à-dire l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Argentine. C'est l'Argentine, oui. Enfin, non, c'est pas l'Argentine. L'Argentine ne fait pas partie des BRICS, Non, mais elle est dans le collimateur. Mais elle est aussi dans le collimateur. Ouais. Donc pour leur dire, on va faire la même chose avec vous, c'est-à-dire on va plus travailler en dollars, on va travailler dans une autre monnaie. À l'origine, peut-être le rouble, peut-être le yuan, on verra. Mais en attendant, ils essayent de les sortir du dollar pour justement faire tomber le dollar au plus bas. C'est ce qui est en train de se faire. Si vous avez remarqué les derniers trucs, c'est ce qui est en train de se faire. Donc là, les Américains, je pense qu'ils ont mal analysé la situation en se disant on va faire tomber tout de suite Poutine et comme ça après nous on a les cartes blanches pour faire remonter parce que on sait très bien que le baril de pétrole va remonter dans un moment. Quand il va y avoir une demande qui va commencer à... Il commence à faire une remontée, là, vendredi, les derniers cours ont grimpé de 3-4%. Hein. Non, mais c'est encore une fois, c'est une fluctuation. Les grands experts économiques annoncent que le baril pour l'année 2015 va tomber aux alentours de 40-45 $. Il y est déjà, quasiment. Il est à 49 et des poussières, il était à 49 et des poussières hier. Ils pensent qu'ils vont tomber entre 40 et 45. Il n'ira pas plus bas. En tout cas, pour les citoyens lambda qui mettent de l'essence dans la voiture, c'est un piège. Le prix, pour le moment, il n'a pas beaucoup évolué. Non, mais pourquoi? Parce qu'entre-temps, le gouvernement français surtout a mis une taxe supplémentaire sur le diesel notamment. Non, on ne l'a pas vu passer. Pourquoi? Parce que comme ça a baissé mais qu'on a rajouté une taxe, on est toujours à peu près au même prix. On est toujours à 10. 1,06. Et l'euro perd par rapport au dollar. Et l'euro perd par rapport au dollar aussi. Oui. En ce moment, c'est un conflit important entre l'Empire américain et l'Empire russe. C'est une guerre économique. C'est une guerre économique, mais c'est la dernière étape grave. Avant la guerre militaire. Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'aux États-Unis, il y a 20 000 entreprises des pétroles qui sont au bord du dépôt de bilan. 20 000. C'est officiel. Alors justement, c'est ça le truc, c'est que ils veulent ils ont voulu, mais ça se revient sur exactement parce qu'ils pensaient que ça irait beaucoup plus vite que ça pour faire tomber Poutine. Manque de peau pour eux, c'est que Poutine il va tenir encore beaucoup plus longtemps qu'eux. Et donc c'est eux qui vont tomber. Ils réclament de l'or en paiement. Alors, ils réclament de l'or de manière indirecte. J'ai oublié de préciser ça. Effectivement, Poutine transforme tous ses dollars, parce qu'il a quand même des échanges en dollars, il les échange en or, qui lui non plus n'est pas à sa vraie valeur. Il est en dessous d'un niveau normal du prix de l'or. Donc pour le moment, c'est lui qui fait des bénéfices. Quand l'or va remonter, parce qu'il va remonter, et beaucoup plus vite qu'on ne le pense, c'est lui qui va avoir la manne financière pour faire tout ce qu'il a envie de faire. Donc là, les Américains ont été beaucoup trop vite sur la truc sans réfléchir aux conséquences. Mais en règle générale, je dirais, les Américains foncent toujours tête baissée sur un sujet, et c'est après qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont fait une connerie. Dans beaucoup de cas. Et là, ça leur coûte très cher. Parce que... ça va leur coûter encore beaucoup plus cher qu'on ne le pense. Là, Obama, je pense qu'il va... Il va s'en mordre les doigts très, très fortement. Mais encore une fois, parce qu'il est conseillé
C'est pas lui qui décide, enfin, non, c'est pas lui qui décide. C'est un coup de poker en fait. Voilà. C'est un coup de poker, mais qui a été mal évalué par ceux qui ont voulu le faire lancer. En fait, oui, ils ont joué un coup de poker. Ils ont joué un coup de poker. Des gens qui jouent aux échecs. C'est ça, en fait, hein. Ouais, c'est ça. C'est bien dit. C'est bien dit. Ouais. Poker contre échec. C'est bien dit, ouais. On arrive effectivement à échec et mat. Voilà, donc effectivement ça bouge beaucoup en ce moment et je pense qu'on va avoir, alors nous ça fait bientôt maintenant, depuis qu'on a commencé les documents trucs où on disait c'est une bulle de gaz parce qu'on s'apercevait bien qu'il y avait un problème qui n'était pas clair. Et le gros souci qu'il y a aujourd'hui aux États-Unis, c'est que tous les gros financeurs, que ce soit les fonds de pension américains, les compagnies, que ce soit les banques, retirent tous leur bille des investissements des pétrole et gaz de schiste. Donc là, le gros souci, c'est qu'actuellement, il n'y a plus d'investissement pour de nouveaux puits. Ce qui veut dire que plus d'investissement pour de nouveaux puits, la production va chuter terriblement vite. Un puits de gaz de schiste, il a une durée de vie maximale de 5 ans. Il perd entre 60 et 80% dès la première année. Ça veut dire que tous les ans, juste pour conserver la production annuelle de l'année passée, ils sont obligés de rajouter 7500 puits, juste pour être de niveau. Pour avoir le même niveau que l'année dernière. Juste à cause de ça, parce que les puits chutent très vite. Quand Courbe nous disait 6%, ça correspond bien à ça. C'est-à-dire que dès la première année, on a déjà... c'est tellement facile à comprendre qu'ils font une fracturation sur... quelques kilomètres carrés autour du truc, mais c'est pas sur la totalité de la nappe, donc il faut chaque fois repercer des trous. Et un trou supplémentaire, c'est 15 millions de dollars supplémentaires à chaque fois. Donc c'est des investissements qui sont lourds, qui ne seront rentables que s'il y a un nombre de puits suffisant, qu'on va fracturer un nombre de fois X. Alors à ce sujet, il faut savoir qu'un puits en moyenne est fracturé entre 10 et 15 fois, un seul puits, pour essayer de récupérer la matière. Le record abatterait de 42, mais on sait qu'ils sont assez fous pour trouver encore un abruti qui va le perforer 50 fois. Imaginez sur des kilomètres carrés, 50 perforations de trucs. Ça va s'effondrer à un moment donné, c'est forcé. Ça va arriver, c'est forcé. Ouais, parce qu'en fait, ils percent donc verticalement et après horizontalement, ils font la boîte à fromage. Hein. C'est-à-dire qu'ils vont percer dans ce sens-là, après ils vont percer là, ils vont exploser. Et après, ils le font sur plusieurs hauteurs. Donc c'est même la boîte de vache qui rit, mais empilée, quoi. Donc, et une fois qu'ils ont retiré les 80% de ce qu'il y a à retirer, ils revendent à des petites entreprises leurs puits qui, eux, voient une manne, ils vendent ça super cher et ils se disent, bah, tiens, je vais me lancer dans le pétrole, c'est un truc à faire, ou des gens qui font que ça et qui vont encore essayer de dessorer ces puits en refracturant par-dessus la fracturation, donc en essayant d'en tirer toujours un maximum. Donc c'est une course à des choses qui n'a pas de spéculation. C'est une course qui va se terminer mal pour les États-Unis, puisque en réalité, pourquoi est-ce que ils ont mis ça en route? C'était parce qu'ils voulaient instaurer une indépendance énergétique totale, ce qui est en train de tourner en mode boudin. Ça tourne en ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le problème, c'est qu'au départ, le prix de revient était aux alentours de 6-7 dollars le million de BTU. Un million de BTU, c'est 27 mètres cubes. Imaginez 7 dollars pour 1 million de mètres cubes. Oui, 1 million de mètres. C'est ce que j'ai dit là. Non, 27 mètres cubes, pardon. 1 million de BTU égale 27 mètres cubes. 27 mètres cubes de gaz à 7 dollars, c'est le prix de revient. Donc, si on veut gagner de l'argent, il faut que ce soit 8, 9, 10 dollars la vente. Or, comme ils en ont sorti beaucoup et qu'ils n'exportent pas, il faut consommer ce truc-là. Mais on est dans un marché concurrentiel. L'offre et la demande. Oui. S'il y a une grosse offre, le prix peut monter. Maintenant, si l'offre n'est pas, la demande n'est pas suffisamment importante, ben c'est le prix qui se casse la gueule. Et le prix est descendu jusqu'à moins de 3 dollars. Donc ça veut dire, c'est là qu'on a compris que c'était une bulle financière et que ça n'allait pas pouvoir durer très longtemps, normalement. Mais là, en plus, ils ont joué une carte qui n'est pas la bonne, et là, ça va accélérer la chute. Il y a un phénomène d'emballement thermique. Il y a un phénomène d'emballement en plus. C'est l'équivalent. Oui, tout à fait. Il y a une question, il y a Josh Fox qui est venu, les citoyens d'honneur de Villeneuve-de-Berg, il a été invité à venir présenter le Gazland 2. Et il y a quand même une question que je vais poser, parce que
il y a quand même quelque chose qui ne tient pas la route. On a affaire à des gens qui sont des banquiers, qui sont des financiers, qui sont conscients de l'enjeu international de tout ça. Ces gens qui comptent, ils savent ce qu'ils font. Et quand on entend Thomas Porcher qui dit mais comment ça se fait que vous investissez dans le gaz de schiste alors que vous perdez de l'argent, et que les pétroliers leur disent ça c'est notre problème, ça, le business c'est nous, c'est ça le business, ça vous regarde pas. Voilà la réponse de ces gens-là. Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Pourquoi aujourd'hui des gens aussi finement avertis, aussi forts dans la négociation, dans la finance, pourquoi est-ce qu'ils vont perdre du temps et de l'argent dans les gaz de schiste? Qu'est-ce qui nous cache? Il y a un truc derrière. Je ne peux pas croire une seule seconde que ces gens-là ne savent pas ce qu'ils font. C'est des gens qui sont trop affûtés. Enfin, on peut toujours dire que c'est des... Alors, on a une idée, on a bien une idée, mais cette idée me semble pas assez puissante pour prendre autant de risques avec tout ce que vous venez de dire là, tout ce qui vient d'être dit là, c'est quand même, les risques sont importants. C'est-à-dire que c'est les risques que vous avez fini par définir. Oui. Mais c'est peut-être pas les risques auxquels eux ils s'attendaient à être exposés. Peut-être pas autant, mais nous on a fini par une conclusion. On se dit que en fait la transition énergétique est inéluctable et ils le savent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que cette transition énergétique se fasse à leur manière. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est continuer à posséder l'énergie. Le but, c'est de dire, on va faire des grosses centrales, il faut qu'elles appartiennent à numéro 1 européen de l'éolien. C'est pour toujours empêcher le citoyen lambda de Exactement. sa propre énergie. Exactement. Et ils ne sont pas prêts à ça. Ils ne sont pas encore prêts à prendre le relais de ces énergies fossiles, etc. Ils ne sont pas encore... Ils sont pas prêts. Mais ils ne sont pas prêts. Il l'a dit. C'est le numéro 1 européen de l'éolien. Onshore et offshore, les deux. Et panneaux solaires numéro 1 en Europe. Donc ils y vont. Mais... Et ils viennent racheter le numéro 2 de fabrication américain. Panneaux solaires. C'est impressionnant. Et il vient de lancer une opération commerciale pour l'Afrique. 2 millions de lampes solaires pour les Africains. Donc il est en train effectivement de rentrer dans ce domaine-là. Et puis après on prend les autres. Gaz tous ces gens-là sont en train de racheter les petites compagnies comme la par exemple, qui a fabriqué des éoliennes moins gigantesques que celles qu'on nous vend à longueur de temps, qui sont des monstres innommables. Et ils l'ont racheté parce que justement il emmerdait les autres, parce qu'ils faisaient quasiment le même résultat avec une éolienne qu'on pourrait mettre dans son jardin. Donc il l'a racheté justement pour dire ok, mais pas tout de suite. Le but, c'est de continuer à posséder la production d'énergie pour la vendre au prix qu'ils veulent. Voilà. Parce que, et c'est là où on rejoint l'idée générale, c'est que quand on rentre dans le militantisme et qu'on se renseigne, on s'aperçoit qu'ils veulent quoi? Ils veulent l'énergie, ils veulent la posséder, cette énergie, mais pas que, ils veulent la terre. Puisque par le TAFTA, si on revient au TAFTA, aujourd'hui avec l'ALENA, ce qui s'est passé au Mexique, les paysans mexicains ont été lésés de leur terre, puisqu'on leur a vendu des produits qu'ils ne pouvaient plus vendre, ou en Inde c'est pareil, et les mecs se suicidaient, tout ça, et la terre revenait à qui? Aux gens à qui ils devaient de l'argent. À qui ils devaient de l'argent? Et aux banques. Donc ce sont des grandes entreprises mondiales qui récupèrent les terres en affamant les paysans et en les enfermant. Donc ils veulent l'énergie, ils veulent la terre, mais ils veulent la graine. Parce que c'est le même problème toujours. On ne citait que lui, mais il y en a d'autres, c'est lui qui revient comme ça, mais il y en a d'autres. Pourquoi ils veulent la graine? Parce qu'ils sont en train de dire il faut absolument fabriquer de la graine à faim, il faut dire que la tomate naturelle n'est pas bonne pour la santé, il faut interdire les jardins potagers, il faut dire que le concombre qui n'est pas génétiquement modifié n'est pas bon, il faut dire interdire d'utiliser l'eau de pluie. Interdire d'utiliser l'ortie, interdire d'utiliser des produits naturels, il faut interdire des produits phytosanitaires qui sortent des usines chimiques, il faut des graines génétiquement modifiées. Donc ils veulent posséder l'énergie, la terre, la graine et l'eau. Puisque le Forum mondial de l'eau, le thème, donc là où je suis allé en 2012, c'était à Marseille, la gestion de l'eau comme le pétrole. Le but, c'est de dire comment est-ce qu'on va faire pour que l'eau soit gérée demain comme le pétrole. C'est ce qu'ils veulent arriver à faire. Donc vous prenez ça. Des choses qui sont naturelles. Exactement. Donc vous prenez l'eau.